À cette époque, des salariés du Reptile sont chargés de distribuer des vêtements à ces personnalités haut de gamme. René Lacoste ou Bernard, son fils, ou les personnes qui travaillaient là, leur ont simplement, dans un premier temps, donné des produits, ce que les autres marques, qui n'existaient d'ailleurs pas à l'époque, ne pouvaient évidemment pas faire. Donc, dans l'histoire de la marque, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'elle a démarré comme ça. Grâce à ces stars, le crocodile vend l'idée de l'élégance à la française dans le monde. Et cela va permettre à la marque d'élargir ses cibles. Fini le simple polo, Bernard, le nouveau directeur, crée des collections pour hommes, femmes et enfants. 1927. La collection Lacoste n'a qu'une chemise, qu'une couleur et un crocodile. Aujourd'hui, la collection Lacoste a plein de chemises et un crocodile, plein de pulls et un crocodile, plein de couleurs et toujours un crocodile. Le Reptile devient alors l'uniforme de la famille heureuse, avec des clients fortunés. Le problème, c'est que cette image bon chic, bon genre va finir par se retourner contre la société. Car dans les années 90, un nouveau type de clientèle s'accapare le style bourgeois des polos au crocodile. Très loin des cours de tennis, le Reptile va rencontrer un succès inattendu auprès des ados de banlieue. Ils utilisent la griffe prestigieuse pour se mettre en valeur. Un phénomène qui a probablement débuté dans des studios de musique comme celui-ci. À cette époque, le hip-hop connaît un succès incroyable. La marque ne l'avait pas prévu, mais elle fait un tabac chez les rappeurs. Dans les clips, les chanteurs arborent fièrement leur polo et lancent une mode. Franchement, c'est une pub Lacoste ce clip. Lino et Calbo, les fondateurs du groupe Arsenic, sont parmi les tout premiers à adopter ce style, au départ, au pied de leur immeuble. On exagérait, on voulait mettre à celui qui va mettre le plus de Lacoste possible. On arrivait, moi personnellement, à me changer 4 fois par jour et des Lacoste différents. C'était une marque qui était en mode prestige, donc on était dans... Superstar dans le ghetto. Voilà, c'est exactement ça, c'est ça l'esprit, superstar dans le ghetto. Mais très vite, avec le succès, les superstars du ghetto deviennent des icônes pour toute une génération. Dans nos concerts, c'était une avalanche de Lacoste. Voilà. Comme tu vas au stade, voir ton équipe jouer, PSG, Marseille, Lyon, et ben t'as le maillot, et ben quand les gars venaient au concert d'Arsenic, ils avaient leur polo Lacoste, leur casquette. Quand on croisait les gens, ils se disent voilà, lui qui kiffe Arsenic, il est en Lacoste. Tout comme les tennisman, les acteurs ou les politiques, Lino et Calbo deviennent eux aussi des ambassadeurs du Reptile, mais cette fois, malgré lui. C'est un catalogue, même à l'époque, on nous appelait les crocodiles. D'ailleurs, contrairement aux sportifs, la griffe française a choisi de ne pas les sponsoriser. C'est nous qui font ça. Notre maison de disque s'est dit, comme vous mettez énormément de Lacoste, on va essayer de vous trouver un contrat. Mais Lacoste n'a pas voulu s'associer à nous. On n'avait peut-être pas le profil du crocodile. C'est quoi le profil du crocodile? Enfin, je sais pas, peut-être c'est un petit tennisman bien frêle. Avec des longs cheveux, blonds, aux yeux bleus. Il faut dire que cet engouement dans les quartiers populaires va faire beaucoup de tort à l'entreprise à cette époque. Ça aujourd'hui, mais c'est... La clientèle historique, déroutée, fuit le crocodile et se tourne alors vers ses principaux concurrents. Tommy Hilfiger, Hugo Boss et surtout Ralph Lauren. Entre 93 et 97, le joueur de polo voit augmenter ses ventes de 157%. Un passage douloureux pour Michel, le fils de René, qui aujourd'hui encore refuse d'évoquer cette période. Le polo a été porté par des jeunes dans les cités, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui se détachait un petit peu de l'image de sportif chic? Joker. Le truc des banlieues, moi je veux pas m'embarquer là-dedans. C'est donc l'homme du marketing, Christophe Chenu, qui est chargé de décrypter ce phénomène. C'était une appropriation de la marque par les banlieues, le rap, à laquelle la marque n'était pas préparée à l'époque. Donc il a fallu que la marque effectivement s'adapte à cet événement qu'elle n'avait pas sollicité d'elle-même.